m'appelle Alain Arpinaud, j'ai été ingénieur chez Dassault Aviation pendant 37 ans, donc j'y suis allé pour devenir ingénieur de piste. Je ne savais absolument pas à quoi cela correspondait, mais après j'ai appris le métier. Et j'ai été affecté au Jaguar en tant qu'ingénieur de piste Jaguar, et en particulier sur le Jaguar E02, celui qui est derrière moi. Et cela m'a fait un choc quand, en 2006, j'ai visité pour la première fois le conservatoire, de le retrouver. Le Jaguar est un produit de la coopération franco-britannique. Il est surtout le résultat du choc de trois cultures. La culture de Breguet et de la British Aircraft Corporation, qui étaient les contractants du début, auquel s'est ajoutée la culture de Dassault Aviation, qui a repris Breguet dans les années 68-69. Là, je dis choc des cultures parce que, évidemment, un bureau d'études a des conceptions qui sont liées à l'histoire et aux avions qu'il a réalisés, et Breguet n'avait jamais réalisé d'avion d'armes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient fait des paris sur l'avenir en disant « telle solution marchera ». Dassault, qui avait fait des avions d'armes depuis 25 ans au moment de la reprise, voyait des choses en disant tout de suite ça ne marchera pas. Et après, il y avait le choc de la culture britannique. Alors là, c'était tout à fait différent. Je ne donnerai qu'un exemple. La rotule d'ancrage de la servocommande de profondeur. Cette rotule doit subir un effort pendant tant de cycles. C'est estimé au départ. Bon. Donc, on fait un montage d'essai de manière à ce que des rotules correspondant a priori au choix sur catalogue soient testées. On en sélectionne 3. La première casse au bout de 60% du cycle. Donc, la deuxième casse à 90%. Et la troisième, on arrête les essais à 120% du cycle. La rotule tient toujours. Alors, il est évident que chez Dassault, la solution a été on prend la troisième, on est tranquille. Chez les Anglais, par contre, la culture est différente. La rotule numéro 2 coûtant 20 shillings de moins que la rotule numéro 3, c'est celle-là que nous prenons parce que nous savons qu'en cas de problème, nous aurons une solution de repli. Voilà. Donc ça, c'est le choc des cultures. Il a été construit 8 prototypes. Dans l'ordre, le E01 et le E02, 2 biplaces français. Le E01 a été détruit suite à un accident de vol. J'ai le feu au moteur gauche, je coupe le moteur droit. Et le E02 qui se retrouve ici, le A03 et le A04. Le A03 a été détruit parce que le pilote s'est posé un peu avant la piste du fait des conditions de vol dans lesquelles il était mis. Le A04 est en train de traîner dans les réserves du musée de l'air à Duny. Le M05, qui était le prototype naval, lui, est au musée de tradition de la marine à Lannaman Rochefort. Quant aux Anglais, le SO6 et le SO7, il y en a un des deux qui a brûlé suite à un alignement en mise de gaz et puis un des réacteurs a pris feu. Le pilote s'en est tiré. Par contre, le SO7 et le S qui reste et le BO8, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je n'ai pas pu trouver de renseignements pour le moment encore. Derrière nous, il y a le E02. Alors le E02 a été, une fois que sa carrière a été terminée, a été donné au GIFAS pour le présenter dans les manifestations. Et le GIFAS l'a donc transformé et repeint en avion de l'armée de l'air, ce qui fait qu'il lui a rajouté une perche ravitaillement en vol que l'avion n'avait pas, et l'a redécoré avec le numéro E1, qui n'était pas le sien, et lui a mis un numéro de 7e escadre, JH. Bon. Alors pour la collection du CAEA, nous aurions voulu avoir un Jaguar monoplace. Il y en a eu un, mais il a été détourné, il est maintenant en monument sur la base, sur la BA106. Et puis nous avons récupéré le Jaguar E23, qui a été, je dirais, il était à Rochefort, il faisait les points fixes là-bas pour l'instruction des mécanos. Il a voulu être détourné pour le remettre en vol, et puis l'affaire s'est mal terminée, il est en souffrance. Alors, à la demande de la base, il est stocké dans notre hangar.
Alors, la différence principale qu'il y a entre le prototype et l'avion de série. Le prototype a montré qu'il y avait des problèmes de stabilité de route. Donc pour ça, on lui a rajouté ces deux quilles qui n'étaient pas prévues au départ et on lui a rallongé la dérive. Pour la dérive, il y a une petite anecdote racontée par mon ancien président, M. Vallière. Lorsque l'avion avait des problèmes de stabilité de route, les aérodynamiciens de Dassault ont dit qu'il faut rallonger la dérive d'à peu près tant de centimètres carrés. Les Britanniques ont répondu « c'est gentil, mais c'est notre parti, nous allons étudier la chose ». Et donc, 3 mois plus tard, on a vu arriver une magnifique note de calcul dans laquelle il y avait la même augmentation de dérive, mais en pouces carrés. Bien. Alors après, les entrées d'air étaient avec des entrées d'air à étrave de manière à détacher l'onde de choc devant la section frontale d'entrée d'air. Mais l'expérience a montré que l'avion traînait trop. Donc il a fallu raccourcir le mètre couple et les entrées d'air ont vu leurs étraves supprimées, ce qui a fait gagner 10 cm sur une douzaine de centimètres sur la largeur de l'avion. Et il a pu tenir le Mach 1.4 qui était dans le contrat. Après, le conditionnement d'air était notoirement insuffisant. C'est pour ça qu'il a fallu agrandir les échangeurs primaires et secondaires du conditionnement, et ce qui donne à l'avion son allure de dos de chameau, qu'auparavant, les premiers protos n'avaient pas, ils avaient un dos, la crête était de section constante, et là, on a agrandi l'échangeur avant et l'échangeur arrière. Donc. Pour les commandes de vol, les Britanniques ont dit d'entrée, vu les efforts qui sont prévus, cela correspond tout à fait au cerveau-commande du arrière. Donc, ça évitera des frais, d'études et autres. Et donc, l'avion a été équipé des cerveaux-commandes du arrière. À ceci près que les essais en vol ont démontré que la cerveau-commande de profondeur n'était pas assez puissante et il a fallu faire ce joli décrochement de manière à diminuer les efforts et en même temps réduire un petit peu. On s'est rendu compte que les contraintes soniques amenées par le réacteur étaient aussi importantes. Donc, c'est ce qui explique ce beau décrochement de l'arrière, de l'empennage. Pour les cerveaux-commandes de gauchissement, l'avion était prévu de faire uniquement du gauchissement par les spoilers et les commandes de vol, les cerveaux-commandes sont révélées réversibles aussi. Et il a fallu trouver un autre dispositif pour assurer le gauchissement. Et ce fut la conjugaison spoiler différentiel empennage. C'est-à-dire que conjugué au moment des spoilers, l'empennage se débasse de façon dissymétrique, de manière à faciliter le gauchissement. Et comme il faut éviter de faire le même débattement dans toute la plage de vitesse de l'avion, il y a donc un dispositif magnifique sur le mécanisme de Watt avec un changeur de sensibilité qui fait qu'en fonction de la vitesse, entre 0 et 425 nœuds, un vérin électrique se déplace, changeant un rapport de multiplication de débattement. C'est un excellent avion mécanique, cet avion. Le seul cerveau-commande qui s'est révélé trop costaud, c'est la cerveau-commande de direction, où elle, par contre, si l'on mettait du plein pied à grande vitesse, on risquait de casser la dérive. Donc pour ça, il a fallu rajouter un changeur de sensibilité qui fait que train sorti, on a une valeur de débattement de plus ou moins 21 degrés de tête, hein, et que train rentré, ça limite à à plus ou moins 7 degrés de débattement. Cet avion, dans sa carrière, a fait aussi les essais de vrille du biplace. Et pour ça, il a été équipé d'un parachute anti-vrille. C'est-à-dire que si l'avion ne sort pas de vrille, le pilote peut toujours éjecter un parachute qui est lié à l'avion, évidemment, de manière à essayer de stabiliser sa trajectoire pour que les gouvernes puissent retrouver leur efficacité. Alors pour ceci, le parachute anti-vrille est monté à la place du parachute frein. Il y a un canon qui éjecte une masselotte reliée au parachute de manière à provoquer la sortie du parachute puisque normalement l'avion n'a plus trop de vitesse. Alors ce canon est monté sur le support qu'on voit sur le côté.
Le câble du parachute frein a été lové dans ce container. Et de l'autre côté, vous avez un boîtier qui reprend des prises de commande. Voilà. Sur le train avant, il y avait un petit portillon de train et une grande trappe. Cela donnait, lors des rentrées-sorties de train, des mouvements à l'avion et le système a été changé. C'est ce qui permet de reconnaître tout de suite, c'est ce qui m'a fait reconnaître tout de suite le E02, son petit portillon de train. Le train avant a été remplacé sur cet avion-là par le GIFAS pour avoir un train de série, uniquement le flux de train et le balancier, parce qu'avant, l'avion avait une fourche au lieu d'avoir une potence pour tenir la roue avant. Et puis vous voyez ici les entrées d'air pitot qui ont été remplacées elles aussi sur l'avion pour qu'il ait vraiment une allure d'avion de série. Si vous voulez voir des avions qui ont le fuselage entièrement conservé, il faut aller voir le M05 à Rochefort, parce que le A04, je ne sais pas s'il sortira un jour des réserves de Duny. Bien, alors l'aménagement de l'avion fait que dans le fuselage central, il y a du pétrole, et puis les deux canons, c'est à peu près tout, et le train principal. Dans la partie arrière, il y a les deux moteurs, du pétrole, et dans le turbodémarreur et les aérofreins sont sur la partie centrale. Par contre, il fallait loger les équipements. Et donc, le choix a été fait de les mettre dans la pointe avant, dans ces deux portes. Alors, celui-ci, évidemment, tout a été enlevé depuis bien longtemps. Voilà. Donc, et puis, les pointes avant étant différentes, celle du A étant beaucoup plus importante que celle du biplace, il y a beaucoup plus d'équipements. Bien, alors là, nous avons le réacteur Adour MK102 du Jaguar. Et il a eu des augmentations de puissance dans les versions qui ont été utilisées par la RAF et ses clients export, c'est surtout les Indes. Par contre, les Français sont restés. Alors, ce moteur a une particularité. La post-combustion peut s'enclencher à partir des 80% du régime maxi. D'habitude, tous les moteurs ont une post-combustion qui s'allume une fois qu'on est à 100%, plein gaz sec. Mais là, c'était pour avoir la poussée nécessaire et suffisante pendant les approches en monomoteur. C'était pour la marine. En cas de retour monomoteur vers le porte-avions, il y avait un trou de poussée entre le plein gaz sec et la PC Mini. Et la poussée nécessaire à l'appontage monomoteur était justement dans ce trou. D'où la PC dite modulée qui peut être donc enclenchée à partir des 80% et qui permet d'apponter. Ça a été donc développé pour les marins qui n'ont pas pris l'avion, mais les utilisateurs français et anglais ont dit « tiens, c'est pas mal, on garde en série ». Alors, j'ai été ingénieur de piste sur Jaguar, puis sur Jaguar et Mirage F1, puis j'ai rajouté le Mirage 3, puis le Super Étendard à ma gamme, puis après le Mirage 4P. J'ai commencé un peu le Mirage 2000, puis évidemment j'ai poussé dans la hiérarchie. Je suis devenu chef de fabrication, donc là je voyais les avions d'un peu plus loin. Et quand est arrivé le Rafale, je me suis retrouvé à la direction de l'établissement de Cazaux et jusqu'à la fin de ma carrière.